Donc on va voir l'application de notre système. Et donc on va tracer un premier diagramme, donc c'est le diagramme potentiel pH du fer, qui est un des diagrammes classiques que vous rencontrerez le plus. Donc dans le diagramme potentiel pH du fer, les informations qu'on vous donne, c'est tout ça. Donc déjà on vous donne les espèces qui vont apparaître dans ce diagramme potentiel pH du fer. Donc le fer solide, les ions Fe2+, Fe3+, et les deux précipités ioniques FeOH2 et FeOH3. On vous donne deux potentiels standards. Donc le potentiel standard pour le couple Fe3+, Fe2+, qui vaut 0,77 volts, et le potentiel standard pour le couple Fe2+, Fe, qui vaut moins 0,44 volts. Et ensuite, on vous donne le pKs1 pour le premier précipité FeOH2 qui vaut 15, et le pKs2 pour le précipité FeOH3 qui vaut 38, et on vous donne la concentration de travail qui vaut C0. Donc on va reprendre les différentes étapes qu'on a vues dans la partie petit 3, donc 31 petit 3. Donc on va calculer les nombres d'oxydation. Ensuite on va classer les espèces qui ont le même nombre d'oxydation en fonction du pH. Ensuite on va tracer le diagramme primitif. Ensuite on tracera et on calculera les frontières verticales pour les espèces qui ont le même nombre d'oxydation. Et pour terminer, on calculera en Ernst les frontières qui nous restent à calculer. Et ensuite, on utilisera la continuité pour déterminer les différentes valeurs des frontières. Alors, en premier, donc, on va calculer le nombre d'oxydation. Donc, le nombre d'oxydation, petit rappel, ça représente le nombre d'électrons perdus par rapport à l'élément. Donc pour le calculer, on a différentes manières, mais on sait que par exemple pour l'oxygène, le nombre d'oxydation vaut moins 2, pour l'hydrogène ça vaut plus 1, sauf dans quelques cas particuliers, mais ce n'est pas le cas ici. Donc pour le fer, on a un nombre d'oxydation qui vaut 0, puisqu'il a perdu 0 électrons. Pour Fe2+, on a plus 2. Pour Fe3+, on a plus 3. Alors, pour FeOH2, donc si j'appelle X le nombre d'oxydation du fer que je cherche, je vais dire que la somme de tous les nombres d'oxydation que je rencontre dans mon espèce est égale à la charge globale. Donc ici, comme j'ai un précipité ionique, la charge globale vaut 0. Donc ça va me faire X plus, alors l'oxygène c'est moins 2, l'hydrogène c'est plus 1, et j'ai 2, et donc ce truc là est égal à 0, et donc à l'arrivée j'arrive à la solution que X est égal à 2. Une autre façon qu'on aurait pu s'apercevoir de ce résultat, c'est que dans l'espèce FeOH2, OH on connaît, c'est OH-, c'est l'ion hydroxyde. Ça veut dire que le fer est sous la forme Fe2+, dans le précipité FeOH2. Donc si le fer est sous la forme Fe2+, ça veut dire que le nombre d'oxydation du fer dans FeOH2 c'est plus 2. Pour FeOH3, même chose. On s'aperçoit que le fer dans FeOH3, ça sera plus 3, puisque dans FeOH3, le fer est sous la forme de Fe3+. Ensuite, pour l'influence du pH, on va avoir au degré 2, puisqu'on a deux espèces qui ont le nombre d'oxydation 2, donc Fe2+, et FeOH2. Et au degré 3, également il faudra faire le calcul, puisque j'ai deux espèces qui ont le même nombre d'oxydation. Donc, pour pouvoir faire ça, je cherche la relation qui existe entre mes espèces Fe2+, et FeOH2. L'objectif, c'est de trouver entre ces deux espèces qui est l'acide, qui est la base, puisque comme ce sont deux espèces qui ont le même nombre d'oxydation, la relation qui les lie entre elles, c'est une relation de type acide-base. Donc pour ça, j'ai deux possibilités.
soit je cherche à faire réagir une des espèces avec H2O et je cherche à savoir qui est capable de libérer des H+, soit je cherche à regarder qui est susceptible de libérer des H+, ou des OH- directement. Donc je vais faire les deux résultats. Donc si je fais réagir cette espèce-là avec H2O, donc j'équilibre les oxygènes, donc je mets 2 H2O, et ensuite je m'aperçois que pour équilibrer les hydrogènes, il me faut 2 H+. C'est équilibré. Il n'y a pas besoin d'équilibrer les charges, puisque tout est déjà équilibré. Petite remarque, si entre des espèces qui ont le même nombre d'oxydations, vous trouvez que pour équilibrer vous avez besoin d'électrons, c'est qu'il y a forcément une erreur. Soit vous vous êtes planté pour équilibrer, c'est une possibilité, soit, plus grave, vous vous êtes planté avant. Ça veut dire que les nombres d'oxydation ne sont pas les mêmes, et donc si les nombres d'oxydation ne sont pas les mêmes, ça veut dire qu'entre ces espèces-là, il doit y avoir des échanges d'électrons, puisque des espèces qui n'ont pas le même nombre d'oxydation sont forcément des espèces qui sont liées d'un point de vue redox. Et donc il y a forcément une erreur. Si vous avez le même nombre d'oxydation, il n'y a pas d'électrons. Si vous n'avez pas le même nombre d'oxydation, il y a forcément des électrons. Et donc, à partir de celui-là, je m'aperçois que l'espèce qui est susceptible de libérer les H+, c'est Fe2+, ça veut dire que celui-là, c'est l'acide. Celui-là, c'est la base. Et donc, dans un diagramme de prédominance en pH, j'aurai Fe2+, qui sera un acide, FeOH2, qui sera une base. Une autre façon de faire, c'est de dire que Fe2+, qui donne FeOH2, pour équilibrer cette équation-là, il me suffit juste de dire je rajoute 2 OH-. Et c'est encore plus simple. Si vous faites ce truc-là, parfait. Et donc le OH-, on sait que c'est forcément une base. Une espèce qui est susceptible de réagir avec une base, c'est un acide. Donc ça veut dire que Fe2+, c'est l'acide dans le couple Fe2+, FeOH2. La conclusion, c'est la même que celle-là. Si on écrit maintenant avec Fe3+, qui donne FeOH3, même chose. Pour équilibrer, il faut rajouter 3 OH-. Comme celui-là, OH- c'est une base, ça veut dire que Fe3+ est l'acide, FeOH3 est une base. Une fois qu'on a ça, on trace notre diagramme primitif. Notre diagramme primitif, donc c'est un diagramme dans lequel on a le pH et on a nos nombres d'oxydation. Alors ces nombres d'oxydation, on les met dans le sens croissant parce qu'en réalité, le nombre d'oxydation augmente de la même manière que le potentiel augmente. Et donc, c'est pour ça que c'est important de mettre les deux dans le même sens. Au niveau du nombre d'oxydation, je vais avoir 3 lignes différentes. Une ligne au degré 0, une ligne au degré 2, une ligne au degré 3. Donc ici, sur mon diagramme, j'ai une ligne degré 0, une ligne degré 2, une ligne degré 3. Donc là j'ai 0, là j'ai 2, là j'ai 3. Ensuite on va placer sur chaque ligne les espèces les unes par rapport aux autres, qui est à gauche, qui est à droite. Au degré 0, j'ai le fer qui est tout seul. Donc le fer il est là. Sur toute la longueur, a priori, sur toute la longueur, on ne sait pas exactement si ça va être avant, après, mais a priori, sur toute la longueur. Ensuite, au degré 2, on a deux espèces, Fe2+, et FeOH2. On a vu, juste au-dessus, que les deux espèces vont être séparées. Fe2+, sera l'acide, FeOH2 est une base. Donc Fe2+, doit être à gauche de FeOH2. Donc on aura Fe2+, ici,
FeOH2 à droite. Et ensuite au degré plus 3, même chose, Fe3 plus à gauche, FeOH3 à droite. Pour l'instant, notre diagramme primitif, il est là. Et on va le compléter au fur et à mesure. Donc, ensuite, on va calculer les frontières verticales qui sont indépendantes du pH. Les frontières verticales, on va en avoir deux. On va avoir une frontière ici entre Fe2+, et FeOH2, et on aura une frontière verticale entre Fe3+, et FeOH3. Donc les frontières verticales, ce sont des frontières qui sont indépendantes du potentiel et qui ne dépendent que du pH. Donc les deux frontières au degré plus 2. Plus 2, ça concerne la réaction entre FeOH2 et Fe2+. Dans l'énoncé, on nous donne un pKs1 qui correspond au KS1, produit de solubilité pour le précipité FeOH2. Et donc l'expression de ce KS1, c'est le produit de solubilité, ça va être égal à Fe2+, fois OH- au carré. Éventuellement divisé par 1 pour l'activité du solide. Donc tu ne peux pas remarquer, mais c'est un solide. Une fois qu'on a ça, notre objectif c'est de trouver quelle est la valeur de la frontière entre nos deux espèces. On a cette expression de KS1. Le KS1, on connaît sa valeur. On sait que PKS1 est égal à 15, puisque c'est donné dans l'énoncé. Donc on en déduit que KS1 c'est égal à 10 puissance moins 15. On a dit également que par convention, quand on est dans le domaine de prédominance d'un ion ou quand on est sur la frontière, la concentration des espèces solubles est égale à la concentration de travail ou la concentration de tracé. La concentration de tracé, elle est donnée ici. C0 qui vaut 0,1 mol par litre. Ça veut dire que toutes les espèces solubles dans le système auront une concentration de tracé ou de travail qui vaudra C0. C'est le cas pour l'ion Fe2+. Donc à partir de ceci, on connaît KS1, on sait que Fe2+ va être égal à la concentration de travail, et donc on va en déduire OH-. Donc on en déduit à partir d'ici que OH- ça va être égal à racine carrée de KS1 sur Fe2+. On peut faire l'application numérique. Donc, racine carrée de KS1, KS1 c'est 10-15, divisé par Fe2+, dont la concentration va être égale à la concentration de travail C0 qui vaut 10-1 mol par litre. 10-15 sur 10-1 ça fait 10-14. Racine de 10-14 ça fait 10-7 mol par litre. On a trouvé OH-. Et donc si on connaît OH-, le pH c'est égal à 14 plus log de OH-. Et donc 14 plus log de 10-7, ça fait 7. Cette valeur de 7 correspond à la frontière entre les espèces FeOH2 et Fe2+. L'autre façon de le dire, c'est le pH à partir duquel le précipité de FeOH2 va apparaître dans le système. Si on écrit la condition de précipitation, c'est ce qu'on a vu sur le chapitre sur les précipités ioniques. À partir du moment où on respecte la condition de précipitation, la totalité de ce qui peut précipiter va précipiter, et donc on est dans le domaine d'existence de notre précipité. Cette frontière 7, on peut la recopier ici.
donc j'aurai une frontière verticale à 7 dans le diagramme de prédominance du fer. Et donc cette frontière séparera le domaine de Fe2+, et le domaine de FeOH2. Même calcul au degré plus 3. Donc le degré plus 3 sépare les espèces FeOH3 solide et Fe3+. Pour équilibrer ce truc-là, j'ai besoin de rajouter 3 OH-. La constante de cette réaction, par définition, correspond à Ks2, puisqu'on me donne le pKs2 pour FeOH3. Ce Ks2 est égal à 10 puissance moins 38. Cette valeur est donnée dans l'énoncé. Et donc, quand je cherche la frontière, l'expression de Ks2, elle est égale à Fe3+ fois OH- au cube. Et donc à partir de ça, je vais en déduire OH-. Donc OH-, ça va être égal à une racine cubique de Ks2 sur Fe3+. En termes de valeur numérique, Fe3+, ça sera égal à C0, donc la concentration de travail pour les espèces en solution qui concernent le fer, et Ks2, on connaît la valeur 10-38. Donc on en déduit que OH- est égal à racine cubique de 10-38 divisé par 10-1. Une fois qu'on connaîtra OH-, on peut en déduire que le pH, c'est égal à 14 plus log de OH-. Si on fait l'application numérique, on va trouver un pH qui vaut 1,7. Cette frontière de 1,7, c'est la frontière verticale qui va séparer les domaines de FeOH3 et Fe3+. L'autre façon de calculer cette frontière, c'est de se poser la question à partir de quel pH le précipité de FeOH3 va-t-il être présent dans le système. Et donc le précipité FeOH3 sera présent à partir du moment où le pH devient supérieur à 1,7. Donc en écrivant la condition de précipitation. Cette valeur de 1,7, on va la rajouter sur notre diagramme primitif. Donc ici j'avais 7, donc 1,7 je suis à gauche. On n'a pas besoin d'être forcément à l'échelle, mais il suffit simplement de placer les espèces les unes par rapport aux autres. Et donc ici j'ai 1,7. Une fois que j'ai ce diagramme, je vais placer différents points sur le diagramme. Donc le point qui est ici, je vais l'appeler le point B. Le point qui est ici, je vais l'appeler le point C. Le point d'origine ici, je vais l'appeler le point A. Et ensuite, au niveau des différents domaines, je vais appeler le point E, le point qui est ici. On verra à quoi ça correspond un peu plus loin. Et donc après, je vais donc appeler le point D, le point qui serait complètement au bout ici. Alors ces points, ça va être simplement pour repérer les différents segments ou les différentes frontières pour pouvoir les nommer. Donc j'appelle le point G, le point qui est ici, et le point F qui est ici. Et donc maintenant, on va calculer les différentes frontières qu'il y a, qui nous restent à calculer. Alors les frontières qui nous restent à calculer, ce sont des frontières qui vont séparer différents domaines. Alors, si on regarde notre diagramme primitif,
on s'aperçoit qu'il va y avoir une frontière entre Fe3+, et Fe2+. La frontière entre Fe3+, et Fe2+, va correspondre au segment AB. Ensuite, on a une frontière BC qui va séparer Fe2+, et FeOH3. Ensuite, on aura une frontière CD qui va séparer les domaines FeOH3 et FeOH2. Et donc, on va calculer ensuite les différentes frontières à calculer. En ayant votre diagramme primitif sous les yeux, ça permet de savoir quels sont les domaines ou quelles sont les frontières qu'on va avoir besoin de calculer. Si vous regardez ce diagramme primitif, vous apercevez que si on veut chercher une frontière entre Fe3+, et FeOH2, théoriquement c'est une frontière qui pourrait exister, sauf que comme maintenant on a tracé nos deux premières frontières verticales, on a déjà calculé nos deux premières frontières verticales, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de frontière qui va exister réellement entre Fe3+, et FeOH2. Donc le fait de tracer le diagramme primitif, ça permet d'éviter de calculer des frontières qu'on pourrait calculer théoriquement, sauf qu'en réalité ces frontières n'existeront pas. Donc c'est ce diagramme primitif qui va nous dire quelles sont les frontières qu'on va avoir besoin de calculer. On s'aperçoit ici qu'on va avoir besoin de calculer 5 frontières différentes. AB, BC, entre FeOH3 et Fe2+, CD, entre FeOH3 et FeOH2, donc les 3 en haut. Et ensuite, ici, on en a 2 à calculer. GE entre Fe2+, et FE, et EF entre FeOH2 et FE. Donc on a 5 frontières à tracer qui vont correspondre aux différents domaines. Et donc on va commencer, première frontière, la frontière AB. Alors, pour commencer à calculer ça, en général on commence à calculer les frontières qui sont à gauche, et ensuite on se déplace vers la droite. La raison, c'est qu'en général, les potentiels standards qu'on nous donne correspondent aux potentiels standards des espèces qui sont les plus à gauche dans le diagramme. Et donc, ce sont ces valeurs-là qui nous permettent de démarrer le calcul. Donc la première frontière, c'est la frontière AB. Cette frontière AB, d'après notre diagramme primitif, c'est la frontière qui va séparer Fe3+, et Fe2+. Cette frontière entre Fe3+, et Fe2+, on sait que c'est une frontière qui sépare des espèces qui ont des nombres d'oxydation différents. Donc c'est forcément une frontière qui va exister entre des espèces qui forment un couple redox. Donc pour équilibrer ce truc-là, c'est un couple redox, il suffit de rajouter un électron. Une fois que j'ai ça, pour trouver la frontière, j'applique un Nernst. Donc c'est le potentiel pour la frontière AB. Ça va être égal à E0 du couple Fe3+, Fe2+. C'est une valeur qui est donnée dans l'énoncé. Plus 0,06 sur 1, donc le nombre d'électrons échangés dans le couple, log de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant, c'est-à-dire ici la concentration de Fe3+, divisé par tout ce qui est du côté du réducteur, la concentration de Fe2+. Si je regarde les conventions qu'on a définies sur notre diagramme, on sait que pour une espèce qui est soluble à la frontière, la concentration sera égale à la concentration de travail. Donc C0 pour Fe3+, qui est une espèce soluble, C0 pour Fe2+, qui est aussi une espèce soluble. Les deux concentrations sont identiques, ça se simplifie, et donc il nous reste que la frontière EAB est égale à E0 du couple Fe3+, Fe2+, c'est-à-dire 0,77 volts. Cette frontière est une frontière horizontale.
puisque c'est une frontière qui est une constante, qui ne dépend que d'une seule valeur. Cette valeur-là, on la garde, et elle correspond à notre première frontière. Ensuite, une fois qu'on a calculé cette première frontière, on va calculer la frontière suivante. Donc d'après notre diagramme primitif, on a calculé AB, on va calculer la frontière BC. Ce qui va être important au niveau de la continuité, ça va être le point B qui est ici. Le point B qui est ici, c'est un point qui va appartenir à la fois à la frontière AB, il va appartenir également à la fois à la frontière BC, et il va également appartenir à la verticale qui est ici, avec un pH qui vaut 1,7. Donc c'est ce point ici, le point B, qui va permettre d'appliquer la continuité pour pouvoir trouver les inconnus qui vont nous manquer. Donc on va calculer la frontière BC. Donc la frontière BC, si on reprend ce qui est là, c'est une frontière qui va séparer les espèces FeOH3, qui est dans le domaine ici, avec l'espèce qui est dans le domaine ici, Fe2+. Donc j'écris les deux espèces qui vont être séparées. Donc j'ai FeOH3 et Fe2+. Donc FeOH3 c'est un solide et Fe2+. Ces deux espèces forment un couple redox, puisque le fer a un degré d'oxydation différent entre les deux espèces. Donc j'équilibre ce truc-là comme un couple redox. En premier, j'équilibre les éléments autres que hydrogène et oxygène. Donc le fer, c'est bon. Ensuite, j'équilibre les oxygènes avec H2O. Donc j'ai 3 oxygènes à gauche, donc plus 3 H2O à droite. Ensuite, on équilibre les hydrogènes avec H+. Donc j'ai 3 hydrogènes à gauche, j'ai 6 hydrogènes à droite, donc il me faut 3 H+ à gauche pour équilibrer. Et pour terminer, j'équilibre les charges avec les électrons. Donc à gauche, j'ai plus 3, à droite, j'ai plus 2, donc il me faut un électron à gauche. Petite vérification rapide. Le fer ici est au degré plus 3. Le fer ici est au degré plus 2. Donc quand je passe de ce fer-là à ce fer-là, j'ai une variation du nombre d'oxydation de moins 1, puisque je passe de plus 3 au degré plus 2, qui correspond bien à un échange de 1 électron. Donc a priori cette valeur est juste. Pour pouvoir calculer la frontière BC, j'applique un Ernst. Et donc le potentiel pour la frontière BC, ça va être égal au E0 du couple FeOH3 Fe2+, le potentiel standard de ce couple-là, je ne le connais pas. Et donc, c'est une constante, mais qui est inconnue. Ensuite, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, donc plus 1, log de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant. Donc ici, j'ai le précipité FeOH3, son activité vaut 1. Ensuite, H+ au cube. Divisé par l'activité de Fe2+, c'est sa concentration, fois l'activité de l'eau au cube. L'activité de l'eau, c'est 1. On va simplifier un petit peu tout ça. Donc j'ai un E0 que je ne connais pas, plus 0,06 log de H+ au cube, divisé par Fe2+. Quand on est à la frontière, la concentration des espèces en solution de l'élément considéré, c'est C0. Et donc ici, je vais avoir sur C0
Et donc, une fois que j'ai ça, la frontière EBC, alors je vais regrouper les différents termes ensemble. Donc je vais avoir un E0 qui est inconnu, plus, alors si je sépare mes logs, donc je vais avoir 0,06, log de h plus au cube moins log de C0, donc je vais le moins 0,06 log de C0, je vais le mettre ici. Et ensuite, j'ai un plus 0,06 log de h plus au cube. Le cube, je vais le sortir. Et donc, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Que je vais simplifier. Donc, ce EBC, je vais dire que tout ce terme-là, E0 moins 0,06 log de C0, c'est une constante. Le E0 que je ne connais pas, moins 0,06 log de C0, donc ce terme-là, je peux le calculer facilement, mais je sais que c'est une constante. Donc je vais avoir une constante, et ensuite 0,06 fois 3 log de H+, 3 fois 0,06 ça fait 0,18, et log de H+, ça fait moins pH. Donc je vais avoir une constante, moins 0,18 pH. Pour pouvoir déterminer complètement ma frontière, il me suffit encore de trouver la valeur de cette constante. Pour trouver la valeur de cette constante, je vais utiliser que la frontière BC passe par le point B. Le point B, c'est le point ici qu'on a placé sur notre diagramme primitif. Ce point B a une abscisse, donc un pH qui vaut 1,7, et il appartient également à la frontière AB. La frontière AB, on a montré juste avant que c'était une frontière horizontale avec une valeur qui valait 0,77 volts. Donc j'en déduis que le coordonné du point B, il passe par un pH de 1,7 et un potentiel de 0,77. Et donc, si je remplace dans l'équation du dessus, j'en déduis que si j'applique cette frontière-là au point B, donc je vais avoir 0,77 qui est égal à notre constante, moins 0,18 fois le pH, c'est-à-dire fois 1,7. Et donc, j'en déduis que notre constante ici, si je fais un petit calcul, je vais trouver 1,07. La conclusion, c'est que notre frontière BC, on a dit c'est la constante moins 0,18 pH, avec une constante qui vaut 1,07, donc ça vaut 1,07 moins 0,18 pH. C'est la deuxième frontière qu'on a calculée. Ensuite, on a calculé la frontière AB, on a calculé la frontière BC, on va calculer la frontière CD. La frontière CD entre FeOH3 et FeOH2. Donc notre frontière CD entre FeOH3 et FeOH2. Donc cette frontière, c'est une frontière redox. Donc on commence par équilibrer les éléments entre Q, hydrogène et oxygène. Donc le fer c'est bon. Ensuite les oxygènes, 3 oxygènes à gauche, 2 oxygènes à droite, donc plus H2O. Ensuite au niveau des hydrogènes, 3 hydrogènes à gauche, 4 hydrogènes à droite, donc il me faut un H+.
Et pour équilibrer les charges, il me faut un électron. Et donc, pour trouver cette frontière-là, j'applique un Ernst. Donc la frontière ECD est égale à E0 du couple entre FeOH3 et FeOH2 Ce potentiel standard est un potentiel standard que je ne connais pas. C'est une constante, mais c'est une inconnue. Plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, donc 1, log. Tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant, donc ça va me faire l'activité de FeOH3, qui est un solide, donc 1. Ensuite, fois la concentration de H+, puissance 1, divisé par tout ce qu'il y a du côté du réducteur. FeOH2 c'est un solide 1. L'eau c'est le solvant 1. Et donc il me reste un E0 plus 0,06 log de H+, c'est-à-dire moins 0,06 pH. Pour pouvoir déterminer complètement cette frontière, il faut que je détermine le potentiel standard E0 qui est ici. Pour déterminer ce point-là, je vais utiliser la continuité. Je vais dire que la frontière CD est une frontière qui passe par le point C. Et le point C appartient également à la frontière BC, qu'on a calculée juste avant. Et le point C, il a pour abscisse 7, qui correspond à la frontière verticale qu'on a déterminée entre Fe2+, et FeOH2. Donc pour commencer, je vais déterminer les coordonnées du point C. Donc le point C, il a pour abscisse 7, puisqu'il passe à pH 7. Et ensuite, pour trouver le potentiel, je vais utiliser la frontière BC qui est au-dessus. Donc 1,07 moins 0,18 fois 7. Ce qui fait que je trouve à l'arrivée que le point C a pour coordonnées 7 et moins 0,19. Une fois que j'ai ça, je sais que le point C appartient à la droite CD. Et donc ça veut dire que les coordonnées du point C doivent vérifier l'équation ECD égale E0 moins 0,06 pH. Et donc je remplace. Donc ça me fait moins 0,19 qui va être égal à E0 moins 0,06 fois 7. Et donc on va trouver un E0 qui est égal à 0,23 volts. Ce E0 correspond au E0 de FeOH3, FeOH2, qui n'est pas donné dans l'énoncé, mais qu'on a les moyens de calculer. Une fois qu'on a ça, on vient de calculer ce qui nous manquait ici. Donc on en déduit que la frontière ECD a pour équation 0,23 moins 0,06 pH. On a calculé 3 frontières. Il en reste 2. Donc on a calculé les 3 frontières qui étaient ici entre les degrés 2 et les degrés 3. Il nous reste 2 frontières à calculer maintenant entre le degré 0 et le degré 2. Donc on va commencer par calculer la frontière GE entre Fe2+ et Fe. Donc j'ai Fe2+ qui donne Fe solide. Donc pour équilibrer, il suffit de rajouter 2 électrons. Et donc la frontière GE
va correspondre, donc j'applique un Ernst, c'est le potentiel standard du couple Fe2 plus Fe. Cette valeur-là, elle est donnée dans l'énoncé, plus 0,06 sur 1, log de la concentration de Fe2 plus, divisé par l'activité du fer solide qui vaut 1. La concentration de Fe2+, ça vaut C0. Puisque par convention, quand je suis à la frontière ou quand je suis dans le domaine de prédominance d'une espèce en solution, sa concentration est égale à la concentration de travail C0. Et donc, j'en déduis que notre frontière EGE, elle est égale à E0 du couple Fe2 plus Fe, plus 0,06 log de la concentration de travail, c'est-à-dire 10-1. Et donc, notre log de 10-1, ça fait moins 1. Donc, je vais avoir un E0 moins 0,06. Donc, notre E0, on a dit que il valait 0,44 volts. Pardon, il me manque un sur 2 ici. Pardon. Hop. Donc E0 du fer plus 0,06 sur 2, log de là. Donc là j'ai un sur 2. Donc log de 10-1 ça fait moins 1. 0,06 sur 2 ça va faire 0,03. Donc j'ai un E0 moins 0,03. Et donc à l'arrivée, je trouve une valeur de moins 0,47 volts. C'est une frontière horizontale. Donc la frontière EGE, elle est égale à moins 0,47. Cette frontière-là correspond à la frontière ici. Et donc je viens de démontrer que c'est une frontière horizontale avec une valeur de moins 0,47. Et donc, dernière frontière à calculer, la frontière entre FeOH2 et Fe solide. Donc c'est la frontière que j'ai notée EF. Donc en premier, j'équilibre les éléments autres que hydrogène et oxygène. Donc le fer, c'est bon. Ensuite, les oxygènes, j'en ai 2 à gauche, donc plus 2H2O. Ensuite, les hydrogènes, j'ai 2 hydrogènes à gauche, 4 hydrogènes à droite, donc 2H+. Et pour équilibrer les charges, plus 2 électrons. Je passe d'un degré d'oxydation plus 2 à un degré d'oxydation 0, donc j'ai bien 2 électrons qui sont échangés. Et donc, j'applique un Ernst, donc E pour la frontière EF, ça va être égal à E0 du couple FeOH2 Fe. Ce potentiel standard est un potentiel standard qui n'est pas connu, qui n'est pas donné dans l'énoncé. Ensuite, plus 0,06 sur 2, le nombre d'électrons échangés, log. Alors, tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant, FeOH2, c'est un solide, 1. Ensuite, fois H plus au carré. Divisé par le fer solide, c'est 1. H2O, c'est le solvant, ça vaut 1. Donc j'ai un 0,06 sur 2 log de H plus carré. Le carré, je peux le faire sortir, il va se simplifier avec le 2 qui est là. Et donc il va me rester un E0 moins 0,06 pH. Pour pouvoir déterminer ce E0, je vais utiliser toujours la continuité. La continuité, je vais dire que la droite EF passe par le point E, et le point E, c'est le point qui appartient à la fois à la droite GE et qui a pour abscisse 7. Donc le point E
il a pour coordonnée 7 pour le pH et moins 0,47 pour le potentiel. Et ce point E appartient à la droite EF. Donc j'en déduis que moins 0,47 est égal à E0 qu'on cherche moins 0,06 fois 7. Et donc on en déduit que le E0 qu'on cherche est égal à moins 0,05 volts. Et donc pour terminer, la frontière EEF est égale à moins 0,05 moins 0,06 pH. On a calculé les 5 frontières que le diagramme primitif nous demande de calculer. Pour tracer ce diagramme, ben vous avez la chance, il est déjà tracé ici. Alors, pour le tracer, ben vous commencez à placer vos axes pH potentiel, vous les graduez. Alors je vais enlever un peu de zoom. Une fois que vous avez placé vos axes, ben il va falloir tracer nos différents domaines. Donc, la première, vous avez une droite à tracer horizontale. Donc là, j'ai le point A, qui est ici. Donc la droite AB, qui a une équation qui vaut 0,77 volts. Ensuite, ici, vous avez une valeur qui correspond à 1,7, qui correspond à la frontière verticale dont on a parlé au début, qui va séparer les espèces Fe3+, et FeOH3. Ensuite, vous avez la droite BC. La droite BC, on a déterminé son équation au-dessus. Elle valait 1,07 moins 0,18 pH. Et donc, cette droite-là correspond à la droite d'équation 1,07 moins 0,18 pH. Quand le pH vaut 7, on a le point C. Le point D, c'est le point dont on a parlé un peu plus loin. Donc le point D, il est quelque part par là. On n'a pas calculé de coordonnées précises, mais c'est pas gênant. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on sait qu'on a une droite avec une équation moins 0,47. Cette droite de moins 0,47 correspond à la droite GE. Donc ici, à moins 0,47, j'ai le point que j'ai défini comme étant le point G. Et ensuite, le point F, il est quelque part par là. C'est un point qui appartient à notre droite. Une fois qu'on a placé et qu'on a construit toutes ces droites, il va falloir compléter notre diagramme. Pour compléter notre diagramme, on va placer les espèces qui correspondent à différents domaines. On s'aperçoit que ce diagramme-là fait apparaître différents domaines. Donc il y a un domaine qui est en haut ici, un domaine qui est tout ça là, un domaine là entre deux bandes, et le domaine qui est en bas ici. Pour pouvoir placer nos différentes espèces, rien de plus simple, il suffit de regarder le diagramme primitif. Le diagramme primitif qu'on a construit ici est un diagramme qui doit se coller parfaitement avec le diagramme qui est donné ou qu'on a construit. Donc si on regarde notre diagramme, on va regarder, donc on a Fe3+, qui est une espèce qu'on doit trouver tout en haut à gauche dans le diagramme. Il suffit de regarder ici, donc dans notre diagramme, on a tout en haut un domaine ici. Le domaine qui est là correspond
au domaine de Fe3+. Juste à côté de notre domaine Fe3+, séparé par une verticale, je dois trouver le diagramme et le domaine de FeOH3. Juste à côté de ce diagramme-là, séparé par une verticale, j'ai tout un domaine ici qui correspond à FeOH3 solide. Attention, je reviens sur la petite distinction domaine de prédominance ou domaine d'existence. Donc un domaine d'existence, c'est un domaine qui concerne les solides, qui ne peuvent exister que dans leur domaine d'existence. Les autres espèces sont dans des domaines de prédominance, ça veut dire qu'elles vont prédominer, mais elles peuvent exister ailleurs. FeOH3, c'est un domaine d'existence. Fe3+, c'est un domaine de prédominance. Ensuite, on continue. Juste en dessous de Fe3+, séparé par une frontière qu'on a calculée comme étant une frontière horizontale, d'après les calculs, on doit trouver le domaine de Fe2+. Sur notre diagramme ici, donc en dessous de Fe3+, j'ai bien une frontière horizontale. Donc juste en dessous de Fe3+, je vais avoir le domaine de Fe2+. À la droite du domaine de Fe2+, séparé par une verticale, je dois trouver le domaine de FeOH2. J'ai le domaine de Fe2+. Ici, j'ai une frontière verticale. Donc ça veut dire que ici, j'ai FeOH2 solide. Et pour terminer, par élimination, c'est facile. Tout en bas du domaine, je dois avoir le domaine du fer. Le domaine qui nous reste, c'est le domaine qui est tout en bas, c'est le fer. Ensuite, ce qu'on va déterminer, ce sont les espèces qui sont stables dans l'eau. Alors la stabilité des espèces dans l'eau, on a vu tout à l'heure qu'il faut superposer le diagramme de l'eau avec le diagramme qu'on a tracé ou le diagramme qui est donné. Alors le diagramme de l'eau, il y a deux frontières. Il y en a une qui vaut 1,23 moins 0,06 pH. C'est le diagramme qui sépare le dioxygène et H2O. Et ensuite, on a une frontière moins 0,06 pH qui sépare H2O et H2. Donc on va tracer nos deux frontières qui concernent le diagramme de l'eau. Alors, celle qui correspond à 1,23 moins 0,06 pH, alors le 1,23, il est déjà marqué là-haut, donc il est facile. Et ensuite ici, vous avez un point qui ressemble à une trace ou une tache sur la feuille. En fait, c'est pas du tout ça. C'est un point qui appartient à la droite 1,23 moins 0,06 pH. Et donc, on va relier ces deux-là. Cette droite-là a pour équation 1,23 moins 0,06 pH. Ensuite, on va tracer la deuxième droite. La deuxième droite, c'est celle qui a pour équation 0 moins 0,06 pH. Même remarque, donc on sait qu'on passe par 0, donc ça c'est l'ordonnée à l'origine. Et ensuite ici vous avez un point, qui n'est pas une tâche, qui est un point par lequel vous allez devoir passer. Cette droite-là a pour équation moins 0,06 pH. Et donc, maintenant, on va placer les espèces de l'eau. Donc les espèces de l'eau, on a dit que tout en haut, on a O2 gaz. Ensuite, on a H2O qui est au milieu.
et H2 qui est tout en bas. Les espèces qui sont stables dans l'eau, ce sont des espèces qui ont une partie de leur domaine en commun avec l'eau. Le diagramme de l'eau, la stabilité de l'eau, c'est la bande qui est comprise entre les deux droites de l'eau. Donc on prend toutes les espèces du fer et on regarde si ces espèces ont une partie de leur domaine contenue à l'intérieur de la bande de l'eau. Fe3+ est stable dans l'eau puisque Fe3+ a une partie de son domaine en commun avec l'eau. FeOH3 a toute une partie de son domaine qui est stable, enfin qui est en commun avec l'eau, donc FeOH3 est stable dans l'eau. Fe2+ a une partie de son domaine en commun avec l'eau, donc Fe2+ est stable dans l'eau. FeOH2 a une partie de son domaine en commun avec l'eau, donc il est stable dans l'eau. Par contre le fer, alors la pente moins 0,06, c'est la même pente que celle-là et celle-là. Donc en fait ces trois droites-là sont parallèles entre elles. Ça veut dire que le fer est toujours en dehors du domaine de l'eau. La conclusion, c'est que Fe est instable dans l'eau. Et donc, par contre, toutes les autres espèces du fer sont des espèces qui sont stables dans l'eau.